Munich, en Bavière, hôtel 4 saisons, printemps 1919. Rudolf von Sebottendorf, un Allemand se disant noble qui a vécu en Turquie au contact de derviches soufis, hérétiques musulmans, fonde la société secrète de Thulé. Thulé est la mythique patrie d'origine des hyperboréens ariens. Le numéro 2 de cette secte est Rudolf Hess, né à Alexandrie en Égypte. Les rejoindront Hitler, Alfred Rosenberg, Dietrich Eckart, le poète maçon raciste bavarois qui aura ce commentaire sur Hitler: il dansera, mais c'est moi qui ai commandé la musique. Ou encore Haushofer. Une loge de la Wemme existe à Vienne, évoquée par Arthur Schnitzler dans Double Rêve. À Berlin, on la rapproche de la société du Vril et de Madame Spranger, amie de l'anglais Alistair Crowley, deux précurseurs du futur Parti national-socialiste. Le 20 juin, on fête le solstice d'été dans la forêt de Teutoburg, près du château de Wewelsburg. Ici, Arminius a vaincu les Romains. Il y a des centaines de milliers d'années, des météorites sont tombées du ciel sur la Terre pour former les Externsteine, objets et lieux de culte des peuples germaniques anciens, hier comme aujourd'hui. Descendus du nord, ils ont gravé les runes de protection de l'initiation sur les murs des grottes des Externstein. À chaque solstice, on se rassemble ici toute la nuit autour d'un grand feu, pour célébrer la nature et le dieu Odin, appelé aussi Wotan. Ce rituel est pratiqué par les Allemands, les membres de Thulé et l'ASS d'Himmler. Et il est encore observé bien que le Christ ait fait plier l'Irminsul, arbre de vie païen. Celui-ci se redresse de temps à autre au sommet des Externstein. On retrouve ce même Irminsul sous la forme d'une reproduction en bois chez le professeur Hans-Georg Havenbeck, près de Düsseldorf. Le symbole de l'arbre de vie est commun aux Celtes et aux Saxons du monde entier, jusqu'aux conquêtes chrétiennes de Charlemagne. Depuis lors, ce symbole, comme c'est souvent le cas quand une nouvelle religion s'impose, n'a pas été oublié, mais assimilé par le culte catholique chrétien des régions les plus anciennes, où rites et symboles survivent, malgré tout, à travers les âges. Le professeur Havenbeck a été l'assistant universitaire en archéologie et philologie de Hermann Wirth, chef de l'ASS Ahnenerbe, groupe d'intellectuels qui a pour mission de retrouver l'hérédité ancestrale de la lignée germanique. Dans cette église, située à 10 km des Externstein, les sculptures et bas-reliefs sont visiblement ornés des symboles caractéristiques au paganisme pré-chrétien. Repris et adaptés, ces signes sont également utilisés par la SS Totenkopf, à tête de mort. Professeur, pourquoi Wirth et vous êtes-vous intéressés aux Externstein? Wirth et moi-même avons commencé notre étude à un moment où il y avait un fort besoin de réponses. Je faisais partie d'un jeune mouvement considéré dans le prolongement du romantisme allemand par son enracinement populaire qui inspirait aussi la société de Thulé. Nous avons donc travaillé sur les Externstein et avons même publié un ouvrage. Il est conseillé de lire Les Roches du Sud, la société de Thulé. Nous avons donc travaillé sur les Externstein et avons même publié un ouvrage. Il est conseillé de lire Les Roches du Sud vers le nord en terminant par l'image de Dieu penché en une pose qui rappelle son sacrifice. Ce témoignage tend à prouver qu'on acquiert la capacité d'agir à travers la conscience de soi et du domaine des lois naturelles. Le Fils de Dieu symbolise, selon moi, les événements du monde sur lesquels la lumière se fait au fur et à mesure du passage des saisons. Les Externstein sont déjà découvertes à l'époque des Romantiques, quand les frères Grimm entament l'écriture de leurs contes et quand pour la première fois, l'Edda est rendue publique en Suisse comme un document allemand.
L'histoire des racines européennes fascine alors beaucoup. Le premier à écrire extensivement sur les Externstein est Goethe. La rune du dieu crucifié a été découverte par Wirth. On peut penser qu'elle est l'image du solstice d'hiver à travers lequel s'écoule le cours de la vie jusqu'à la résurrection. Elle est parfois appelée la rune de la résurrection, la vie qui renaît par cycle. Des recherches récentes de l'université de Heidelberg sur des échantillons de pierre ont révélé des traces de feu et les ont datées de l'ère pré-chrétienne. L'une des traditions germaniques les plus singulières est celle que l'on retrouve dans la légende ancienne des héros endormis, des dirigeants de toutes époques, des héros des Nibelungen à Charles V, Théodore le Grand, Charlemagne, Widukind, Frédéric Barberousse. Ils ne sont pas complètement séparés des vivants, ils dorment. Widukind à Siegburg en Westphalie, Charlemagne dans les souterrains du vieux château de Nuremberg, Barberousse sur le massif de Kyffhäuser, sous le porphyre et le granit de la Thuringe, où la terre s'ouvre parfois quand des musiciens venus d'Erfurt entonnent les sérénades de minuit. Ainsi, près de Detmold et des Externstein, la tradition germanique se perpétue. Mais il y a aussi une fonction initiatique. Face à l'empereur endormi, il y a l'initié, l'adepte qui se lève et réveille l'énergie assoupie qu'il a en lui. Tout ceci est souvent perçu à tort comme une initiation maçonnique qui reprend les mythes égyptiens, mésopotamiens et allemands qui survivent à peine. Dans les Externstein, on pratique la méditation runique et 4 fois par an, le rite du changement de saison, le solstice, autour d'un grand feu. 4 parties des Externstein se démarquent. Il y a d'abord l'autel, avec le trou dans lequel le soleil naît puis se couche au solstice. Puis le bas-relief du Christ, qui fait plier l'irminsule du pied. Ensuite, la grotte où est inscrite la rune de la Renaissance. Et enfin, la fausse tombe, destinée à la cérémonie initiatique de mort et de renaissance. Ce sarcophage, qui n'est qu'un simulacre, ne servait pas à l'enterrement des morts, mais à la mort rituelle, initiatique de l'adepte. Sans trop entrer dans les détails, le but est de prendre conscience de l'importance de la respiration et du rôle de l'air dans les différentes techniques de méditation. La personne se couchait et on la recouvrait d'un tissu, de branches ou de pierres. La rune des Externstein est Elatz. Elle symbolise la demande de protection. C'est la rune de convocation des forces protectrices dans les mythes nordiques, la rune des Valkyries. Ce sont les racines d'un arbre et les bras d'un élan de recherche affective ou de protection. C'est la rune du cygne qui représente les entités, les anges du christianisme qui volent et n'entrent jamais en contact avec les éléments, l'eau et l'air. Ils communiquent directement avec Odin. Ils servent d'intermédiaire, le pont de lumière qui lie l'homme à Dieu. C'est pour cette raison que les Externstein sont considérés comme un lieu sacré. C'est le point idéal de connexion entre la terre, les arbres de la forêt sacrée, symbolisés par l'Irminsul, l'arbre de vie, et le ciel, d'où ces pierres de météorites sont descendues jusqu'ici il y a longtemps. Ces signes sont ce qu'on appelle des runes, gravées l'arbre de vie et le ciel, d'où ces pierres de météorites sont descendues jusqu'ici il y a longtemps. Ces signes sont ce qu'on appelle des runes. Gravées dans la roche, elles sont parvenues petit à petit jusqu'à Malte. Elles remontent dans le temps et dans l'espace jusqu'en Islande, aux îles Orcades, les Warmland en Allemagne et dans le nord de l'Italie. Au XIXe siècle, puis au début du XXe siècle, on recommence à les étudier avec Wirth, von Lanz et von Liebensfeld. L'archipel d'Heligoland, dans la région d'Hambourg, représente la Thulé des nazis. En 1949, les Anglais cherchent à le détruire avec des milliers de tonnes de dynamite. Pourquoi? Encore aujourd'hui, cela reste un mystère. Professeur, vous affirmez qu'il y a eu, à un moment donné, une division entre la conception patriarcale de Himmler et la théorie plus tellurique, plus maternelle de Wirth concernant les cultes runiques. Vous retenez notamment qu'après la séparation, voire en même temps que celle-ci, Himmler, qui est membre de la SS Ahnenerbe, se sert des runes comme objet de culte et de méditation différemment de ce qu'envisageait Wirth. Le talisman le plus simple est celui des runes.
C'est aussi l'un des plus efficaces. Les signes runiques sont liés à nous par un passé très lointain. Les inscriptions les plus anciennes remontent à environ 10 000 ans. C'est une écriture à caractère rectiligne que les plus vieux habitants de notre terre ont adoptée il y a longtemps et dont les formes survivent encore dans les constructions des maisons que l'on trouve dans le sud des Pays-Bas et en Allemagne. Les runes ont toujours été considérées comme une représentation de la pensée des dieux, par conséquent, à même de renfermer des forces puissantes. La société de Thulé, puis le régime SS et sa section théorique Ahnenerbe veulent propager l'application matérielle de ces principes dans les Lebensborn controversés. Wolfram Sievers a toujours affirmé un lien plus ou moins conscient entre la pratique runique de magie méditative avec des exercices pratiques d'excitation sexuelle. D'un point de vue tantrique, l'amour physique conduirait à l'amour psychique et transcendantal. C'est ainsi qu'on s'explique ces images, ces jeux, ces rites d'exaltation de la nature sous tous ses aspects. Les SS ont plusieurs centres de formation, comme en Allemagne, les Ordensbürger, entre 1935 et 1945. Certains, comme celui d'Erfurt, ont complètement disparu. Le château de Wewelsburg, lui, situé près de Paderborn, en Westphalie, est le seul vestige intact. Il est le sujet d'une légende. Il est dit, mais aussi prouvé, que cela s'est passé ainsi. Les Allemands eux-mêmes, sur ordre de Heinrich Himmler, ont tenté de le détruire au printemps 1945. Cette histoire rocambolesque n'a jamais été tout à fait éclaircie. Une chose est sûre, les SS ont mis le feu à une grande quantité de documents et à une partie de la tour nord de ce château original en forme de flèche. Himmler l'a acquis pour une poignée de marques dans les années 20, avec pour objectif de le transformer en sanctuaire de son idéologie. Nous sommes aux abords de Wewelsburg, dans le cimetière militaire allemand non loin du château. La majeure partie des hommes enterrés ici sont des SS tués à la fin de la guerre. Le château de Wewelsburg se trouve au cœur de la forêt de Teutoburg, dans le centre de l'Allemagne, où Arminius, chef de guerre local, a vaincu les légions romaines. Ce château a été acheté par Himmler en personne au début du XXe siècle pour créer l'école d'initiation et de formation de CSS et surtout la SS Ahnenerbe. Wewelsburg est sous le contrôle direct d'Himmler jusqu'en 1945. Il a été restauré pour en faire une école pour leaders militaires et politiques de la SS. Le but de cette entreprise est l'expansion continue jusqu'à ce que tous les paysans vivant à proximité de la forteresse soient contraints d'aller s'installer ailleurs. À la fin de la guerre, Himmler lui-même cherche à détruire le château sans y parvenir.